Bonjour Monsieur Diaidé, Bonjour madame et merci pour l'invitation. nous sommes très heureux de vous recevoir dans le podcast Notre Afrique, la voix de la diplomatie panafricaine. Vous êtes conseiller technique du ministre des Affaires étrangères du Togo et avec vous aujourd'hui nous allons parler du panafricanisme, la place de l'Afrique dans le monde et la question des réparations. Le panafricanisme, une idéologie qui a traversé les différentes époques et contextes politiques. Comment le définir aujourd'hui en tenant compte vraiment de son évolution depuis ses origines? Le panafricanisme a connu trois phases dans sa mutation. Mais avant ça, je ne prendrai pas le risque de parler de panafricanisme comme une idéologie. Parce que vous savez, il y a plusieurs idéologies qui sous-tendent le panafricanisme. Et parfois, ça donne même l'impression de pluralisme, de panafricanisme, alors qu'il n'y en a qu'un. Donc, le panafricanisme, moi, je le définirais davantage comme un mouvement qui a pour objectif de libérer l'Africain et l'afro-descendant des carcans institutionnels, juridiques, politiques, économiques qui sont dressés et qui ont pour objectif de l'empêcher de s'exprimer en tant qu'être humain, de s'épanouir et d'avoir l'initiative sur son propre destin. Donc, voilà comment je définirais, moi, le panafricanisme. Ce n'est pas une définition académique bien réfléchie, mais c'est un peu une définition empirique qui retrace aussi l'évolution du panafricanisme. Parce qu'il faut se demander comment est né ce mouvement que nous exaltons aujourd'hui. Il est né en Amérique dans des conditions particulières. Nous sommes à la fin du 19e siècle, on vient d'abolir l'esclavage, mais les Noirs ne sont pas pour autant libérés. Parce que, à la place des maîtres esclavagistes, l'État prend la place du dominateur et devient ségrégationniste. Les Noirs qui pensaient que leur calvaire a pris fin se rendent compte qu'ils sont encore écrasés, ils sont encore dominés, cette fois par un État qui organise cette domination. Alors, ils s'organisent à leur niveau en tant qu'intellectuels africains pour résister à cette domination. Il y a des humiliations, il y a des frustrations. Et ces frustrations cumulent lorsque l'Italie coloniale se lance dans la conquête de la seule nation africaine encore indépendante, l'Éthiopie. Vous vous souviendrez certainement la fameuse bataille d'Adoua. Alors, ça réveille chez tous les Noirs du monde ce sentiment qu'il y a une volonté mondiale d'écraser le Noir en tant que Noir et de le soumettre. En ce moment, les intellectuels, essentiellement américains, s'organisent en lien avec les premières élites africaines qui étudient encore sur le continent européen. Ils s'organisent et dès 1900, on lance une conférence, la conférence de Londres, qui a lieu au tout début de l'année 1900 et qui a pour objectif de réfléchir et de donner les moyens aux Noirs de résister et de briser ce carcan. Après cette conférence qui connaît un grand retentissement et qui ouvre l'œil de l'Africain sur cette dimension de dominer, des leaders panafricanistes éclairés comme Nkrumah, comme Nasser, se saisissent de ce mouvement et disent, vous savez, ce qui se passe dans le monde et qui concerne le noir a un lien intrinsèque avec l'Afrique. C'est parce que nous sommes colonisés, dominés, que le noir est vu encore dans le monde comme un être corvéable. Il faut qu'on libère l'Afrique. Il faut que les pays africains deviennent indépendants. Donc, le panafricanisme prend une coloration politique en ce moment et s'africanise. Il devient un mouvement de libération des peuples africains encore dominés, encore colonisés. Donc ça, c'est une période qui va des années 1950 au début des années 1960, où le panafricanisme agit comme un mouvement de libération des nations colonisées. Mais après la décennie 50, on entre en 60, la plupart des États africains sont indépendants. Il faut réfléchir à autre chose. Il faut, comme le dit le grand panafricaniste de Trinidad-Tobago, Georges Padmos, il faut que l'Afrique parle d'une seule voix. Et pour que l'Afrique parle d'une seule voix, il faut qu'elle s'intègre. Le panafricanisme prend en ce moment une coloration institutionnelle à travers l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, qui est l'ancêtre de l'UA qu'on connaît aujourd'hui. Et le panafricanisme devient donc un mouvement d'intégration africaine.
Mais aujourd'hui, on assiste à une phase nouvelle. Il ne m'appartient pas de la nommer, mais je peux juste donner les éléments pour comprendre les changements qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rend compte que l'Afrique n'est plus au cœur, au centre du panafricanisme. Mais l'Afrique reste au cœur des panafricanistes. Parce que tout ce qui se passe sur le continent a une répercussion sur la perception des Noirs dans le monde. Mais l'Afrique reste un des centres du panafricanisme. Vous allez remarquer les nations caraïbéennes qui sont très en vogue sur cette question panafricaniste, qui revendiquent leurs racines, leur ascendance africaine, qui se sentent parfois même plus africains que nous et qui veulent que la cause des peuples noirs et des peuples africains soit mieux entendue, que l'Afrique ne soit pas juste vue comme une entité à la périphérie de la gouvernance mondiale, mais que l'Afrique revienne au cœur, au centre de la gouvernance mondiale. Ça, c'est la première caractéristique de ce changement. La deuxième caractéristique, c'est que les peuples s'approprient aujourd'hui cette lutte. Ce n'est plus une lutte des élites, ça devient une lutte des peuples. Vous allez voir de plus en plus de jeunes s'approprier cette question, de plus en plus de personnes qui n'ont pas un profil intellectuel, mais qui ont un profil de militants, qui s'approprient cette question et qui la portent haut. Ça, c'est la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique que je suis tenté d'évoquer, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit les peuples, les États, les afro-descendants, ce qu'ils demandent, c'est que le panafricanisme devienne un mouvement destiné à changer la gouvernance mondiale. Et on parlera certainement du 9e congrès panafricain où la question au cœur, ça reste la réforme des institutions. Parce que tant qu'on n'a pas réformé ça, parce que c'est le système mondial qui fait que l'Africain reste en marge, l'Africain reste exclu. Donc, c'est un peu les caractéristiques de cette nouvelle forme de panafricanisme qu'on constate. Pour que l'Afrique arrive aujourd'hui au centre de la gouvernance mondiale, il faut une forte unité. À votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, face aux grands blocs comme l'Union européenne ou les États-Unis, l'Afrique arrive vraiment à parler d'une seule voix? Ça devrait être évident. Comme l'a dit, j'ai évoqué plus haut Georges Padmos. Padmon, pas Padmos, Padmon, qui nous dit l'Afrique doit parler d'une seule voix. Parce que nous parlons à des blocs politiquement, militairement, économiquement puissants. Et il est évident que si nous ne parlons pas d'une seule voix, nous ne tiendrons pas, nous ne ferons pas le poids. Donc c'est en tant qu'entité unique que nous pouvons faire le poids. Mais vous savez, 54-55 États qui ont encore leur souveraineté, c'est difficile de se coordonner. C'est parfois une gageure. Mais nous avons des évolutions et on a beaucoup évolué sur cette question. Aujourd'hui, vous allez voir que pour le soutien des candidatures, l'Afrique parvient à présenter des candidatures, une seule candidature et s'aligne derrière ce candidat pour des postes électifs au niveau mondial. C'est quelque chose que les autres nations nous envient, c'est quelque chose que les autres pays nous envient. Nous arrivons aussi tant bien que mal à nous coordonner sur certaines grandes questions, mais ce n'est pas évident. C'est vrai que quand on voit ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, quand on voit l'Union européenne se doter d'une sorte de ministre des Affaires étrangères, c'est bluffant. Quand on voit aussi l'Union européenne se coordonner à 27 sur les grandes questions, c'est exaltant. Mais dans le même temps aussi, vous voyez combien c'est difficile au niveau de l'Union européenne de se coordonner à 27 et demander donc mathématiquement, quand on est 54-55, ça devient plus difficile de se coordonner. Et aussi, il faut dire qu'en face, personne n'a intérêt à voir l'Afrique parler d'une seule voix. Donc, ceux que vous citez font tout aussi pour qu'on ne puisse pas s'entendre. On agit sur les intérêts des nations, on agit sur certains leviers au niveau mondial, et ça fait que, je dirais ceci, parler d'une seule voix, c'est une exigence, mais pour le moment, c'est une gageure. Mais ça soulève la question essentielle de la place de l'Afrique sur les plans diplomatiques, économiques et culturels. Est-ce que nous sommes dans une dynamique de repositionnement ou plutôt dans une dynamique d'affirmation? Aujourd'hui, parler de l'Afrique dans le monde, je dirais que nous avons une place négligeable, presque inexistante. Prenez sur le plan économique, l'Afrique, ça fait seulement 2%
de l'économie mondiale. C'est négligeable. Pour 54-55 États, c'est négligeable. L'Afrique, ça représente que 3% du commerce international. Sur le plan économique, vous voyez qu'on est encore pas très, très existant, pour être sincère. Et sur la question diplomatique, par exemple, je vous prends deux épisodes de l'histoire récente qui permettent d'illustrer le poids réel de l'Afrique dans le monde. On est en 2011. La guerre en Libye bat son plein. Ça se passe sur le continent africain. Nos dirigeants prennent l'initiative d'aller aider les frères libyens à se réconcilier et à taire les armes. Mais vous savez comment ils ont été traités? Ils ont été presque conduits dans les airs par des avions de chasse étrangers. C'est dire qu'on ne compte pas, même pour les questions qui nous concernent. Je parle de la Libye, dont les conséquences sont encore actuelles, ça nous affecte. On ne compte pas. Et plus récemment, lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, où manifestement c'était deux blocs qui s'affrontaient, l'Afrique, qui n'est pas concernée par cette question, a eu une initiative et s'est dite, allons aider ces deux qui se battent à se réconcilier. Mais vous avez vu le traitement qui a été réservé à nos dirigeants. C'était presque comme même les Africains veulent mettre leur bouche dans nos affaires. Donc ça vous donne une idée du poids de l'Afrique, que ce soit sur le plan économique, sur le plan diplomatique. C'est vrai qu'on a un passé qui plaide en notre faveur. C'est vrai qu'on a été une grande civilisation, mais cette civilisation, elle est un peu tombée dans l'oubli, je dirais même dans le mépris. C'est pour ça aujourd'hui, il faut qu'on se ressaisisse en tant qu'Africains, qu'on s'approprie ce passé, qu'on se dit, nous sommes un peuple qui a connu une grande gloire, nous devons nous ressaisir. Je ne suis pas de ceux qui souvent disent, ah, la roue de l'histoire tourne, notre tour arrivera. Oui, la roue de l'histoire tourne, mais si on ne se ressaisit pas, elle a beau tourner, notre situation ne changera pas. Donc, il faudrait qu'on se repositionne. Pour revenir à votre question, vous me demandez si on est dans une phase d'affirmation ou de repositionnement. Je dirais un peu des deux. Actuellement, notre place réelle, c'est la périphérie. Donc, nous devons d'abord nous repositionner au centre, parce que c'est au centre que les questions se prennent. C'est au centre que tout se décide. Donc, nous devons nous repositionner au centre, mais nous devons surtout nous affirmer, parce que si vous ne vous affirmez pas, le centre est très agité, le centre est très disputé. Si vous ne vous affirmez pas, vous ne peserez pas. Donc, je dirais donc, et une phase de repositionnement et une phase d'affirmation. Justement, en parlant de repositionnement et d'affirmation de notre place, aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de réparation pour l'Afrique en lien avec l'esclavage et la colonisation. Pourquoi est-ce que c'est un sujet crucial aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des arguments qui plaident en faveur de cette démarche? C'est pas aujourd'hui. Ça a commencé il y a un certain nombre d'années. C'est vrai que c'est aujourd'hui, ça atteint la phase de maturation et on en parle davantage. Déjà en avril 93, il y a eu une conférence sur les réparations qui a eu lieu à Abuja. C'était parrainé par l'Organisation de l'Union africaine. Et la déclaration finale de cette conférence, elle est très explicite. Elle dit, l'Afrique a une dette morale unique et sans précédent. C'est une dette de compensation parce que c'est le peuple le plus humilié et le plus exploité des 4 derniers siècles. Donc vous voyez que déjà en 93, on est à plus de 30 ans maintenant, on parlait déjà de cette question de réparation. Et il y a eu des réflexions qui ont continué à se poursuivre parce que là, en 93, on parle d'une compensation, mais on n'arrive pas encore à dire on compense pourquoi. Il a fallu attendre 2001 à la conférence mondiale sur le racisme, sur les discriminations et l'intolérance. C'est une conférence mondiale, donc avec l'ONU. Et à cette conférence, on dit explicitement que la traite transatlantique et l'esclavage sont des tragédies effroyables qu'il convient de qualifier de crimes contre l'humanité. Donc, pour la première fois, on trouve la qualification juridique pour expliquer les réparations dont on parle. On a affaire à un crime contre l'humanité. Et on évolue.
On est en 2001. On évolue et on peut se dire c'est encore les Africains qui parlent. En 2006, l'Organisation des Nations Unies, par une résolution, c'est la résolution 61-19 de 2006, l'Organisation des Nations Unies dit la traite transatlantique et l'esclavage constituent des violations des droits de l'homme, l'une des violations des droits de l'homme les plus graves par leur durée et par leur ampleur. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu le courage, comme à la conférence de Durban, de qualifier ça de crime contre l'humanité, mais tous les éléments y sont. Tous les éléments y sont. Alors, au niveau de l'Afrique, on commence par se dire, il y a 3 éléments. Nous avons des actes graves qui sont commis, nous voulons une réparation et nous avons besoin d'une qualification. Alors, on ne va pas se lever juste aller réclamer quelque chose ex nihilo. Il nous faut donc une étude pour déterminer le fondement juridique de ce que nous réclamons. En 2015, la Commission du droit et sur le droit international de l'Union africaine mène donc une étude. Ce qui est nouveau aujourd'hui et qui donne l'impression que tout est nouveau, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est donc cette étude sur le fondement juridique des réparations pour les crimes commis à l'endroit des peuples africains. Ce qui est surtout nouveau, c'est que, à l'initiative du Togo, et c'est ici, il faut saluer le leadership du chef de l'État et de son ministre des Affaires étrangères, à l'initiative du Togo, à la 38e session du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, on a décidé de qualifier l'esclavage, la colonisation, la déportation comme crime contre l'humanité et génocide. Donc, l'innovation à travers cette loi, c'est qu'on ne parle plus que de l'esclavage. Parce que si vous avez bien suivi ce que j'ai dit plus haut, on ne parlait que de l'esclavage et de la traite transatlantique. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'on ajoute la colonisation comme un crime contre l'humanité. On ajoute la déportation comme un crime contre l'humanité. Et les 3 composantes, et l'esclavage, et la colonisation, et la déportation, sont aussi considérées comme des génocides. C'est l'innovation de l'initiative togolaise et c'est ce qui rend nouveau aussi le débat. En parlant d'innovation togolaise, qui est tout à fait à saluer, cela me rappelle que l'Union africaine a officiellement qualifié l'esclavage, la déportation et la colonisation comme des crimes contre l'humanité. À votre avis, Monsieur Edjaïde, quelle est la portée diplomatique et juridique de cette décision qui, je pense, va influencer les discussions actuelles sur les réparations? Je commencerai par la portée historique de cette décision. C'est historique parce que enfin les Africains se décident à mettre les mots sur leurs souffrances, sur leurs tragédies. Comme je l'ai dit plus haut, même au niveau des Nations unies, on préfère parler des tragédies, on préfère parler des souffrances, mais on ne veut pas les qualifier. On ne veut pas dire ce que c'est sur le plan juridique. Donc c'est historique, cette décision qui dit explicitement qu'il y a eu crime contre l'humanité, il y a eu génocide. Donc il faut saluer cela, il faut surtout féliciter, comme je l'ai dit aussi, le leadership du chef de l'État parce qu'il a fallu du courage pour porter une telle décision. Et il a fallu l'audace et le courage du ministre des Affaires étrangères pour que cette décision soit acceptée à l'unanimité des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine lors de la 38e session de la conférence des chefs d'État. Donc, c'est historique. Maintenant, sur le plan juridique, ça donne des perspectives, je dirais, judiciaires, parce que nous parlons de crimes contre l'humanité, nous parlons de génocide. Et quand nous prenons le statut de Rome, qui crée la CPI, ce statut prévoit et punit les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide. Donc, que nous qualifions ce qui s'est passé envers les peuples africains de génocide, de crimes contre l'humanité, ça ouvre ces perspectives. Donc, au plan juridique, il y a ces perspectives. Je préfère parler de perspectives. Il y a ces perspectives que cette qualification ouvre. Au plan diplomatique, et qui me semble être le point essentiel de cette décision, peut-être parce que je suis juriste, ou
parce que je suis diplomate, je perçois les choses sous ces deux angles, et juridique et diplomatique, mais je m'attarderai davantage sur l'aspect diplomatique parce que les juristes disent un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès. Mais qu'est-ce que ça change, cette décision? Ça change deux choses. Ça veut dire que nous, Africains, nous devons commencer par réclamer les réparations sur une base. La base, c'est il y a eu crime contre l'humanité, il y a eu génocide. Mais nous devons le dire d'une seule voix. Comme vous le savez, il y a l'Afrique qui réclame réparation, il y a les Caraïbes à travers la CARICOM qui réclament réparation, il y a les Afro-Américains qui réclament réparation, il y a les Afro-Brésiliens qui réclament réparation, il y a les Hispaniques, les Américains hispaniques qui sont aussi des peuples d'ascendance africaine qui réclament réparation. Il faudrait donc que nous puissions nous concerter pour parler d'une seule voix. Et n'oubliez pas qu'en face, il y a une nervosité à aborder cette question de réparation. Je dirais même une hostilité. Au dernier sommet du Commonwealth, aux îles Samoa, vous avez certainement entendu le roi d'Angleterre dire son opposition à aborder cette question des réparations. Donc, ça veut dire que nous devons nous organiser, parler d'une seule voix et explorer la perspective d'un dialogue. Il faut donc qu'on puisse trouver le moyen de dialoguer avec en face et les États et les entreprises qui ont participé ou qui ont profité de la commission de ces crimes. C'est un peu les enjeux qu'on peut retenir à ce stade. Est-ce qu'il y a dans l'histoire des exemples d'États ou d'institutions qui ont déjà initié des formes de réparation qui ont abouti et qui pourraient servir d'exemple pour l'Afrique? Ou du moins nous donner espoir qu'on pourrait obtenir gain de cause ou réussir dans cette démarche ou cette demande de réparation? C'est vrai que dans l'histoire a connu des tragédies, les unes plus graves que les autres. Mais à chaque fois, l'humanité a été retrouvée par ceux qui ont commis ces tragédies ou la communauté internationale s'est ressaisie et a trouvé le moyen de réparer ces tragédies. Je citerai l'exemple le plus présent dans nos esprits, c'est l'Holocauste, ce que le peuple juif a vécu. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les puissances occidentales ont dit, nous sommes allés loin dans la tragédie, ce peuple a tant souffert, il faudrait qu'on les compense. Il faudrait qu'on compense les survivants des camps de concentration, il faudrait qu'on compense les descendants de ceux qui n'ont pas survécu. Donc, il y a eu une forme de réparation. Je la cite parce que c'est la plus éloquente. Il y a une qui est, je dirais, cynique, inique, c'est qu'elle est plus vieille. Elle a même un trait avec ceux dont nous parlons aujourd'hui. C'est que après l'abolition de l'esclavage, les Occidentaux ont trouvé le moyen de compenser les anciens propriétaires des esclaves. Il y a eu donc des compensations qui ont été versées aux anciens propriétaires des esclaves. C'est un peu comme si on acceptait réparer le bourreau et qu'on refusait aujourd'hui de réparer la victime. C'est pour ça que je ne la cite pas en premier, même si elle est la plus ancienne, parce qu'elle me semble inique. C'est inacceptable qu'on accepte réparer le bourreau et qu'on refuse systématiquement d'écouter la victime. Mais plus près de nous aussi, il y a eu des cas qu'on peut retenir. Vous avez récemment entendu parler de l'initiative de l'Allemagne pour réparer ce qui est entendu comme le premier génocide de l'ère moderne, le génocide des peuples Herero et Nama. Ça se passe en Namibie. Donc, le gouvernement allemand a mis des mécanismes de réparation. Il y a même eu un cas dont on ne parle pas beaucoup, mais qui, si vous êtes un amoureux de la littérature comme moi, vous aurez certainement lu le livre du Kenya Ngugi wa Thiong'o. L'intitulé du livre et du roman, c'est Weep Not Child. Il retrace l'insurrection des Mau Mau. Les Mau Mau, c'est
C'était une insurrection menée par les Kikuyu, l'ethnie Kikuyu au Kenya. Ils ont été massacrés. C'était l'époque coloniale anglaise. Ils ont été massacrés. Et après, l'Angleterre s'est ressaisie et elle a mis en place des mécanismes de réparation. Mais ce que nous disons quand nous revenons à ce qui s'est passé avec les peuples africains et afro-descendants, c'est que l'esclavage, la colonisation, ça atteint une autre échelle. Et comme le dit d'ailleurs les Nations Unies, par leur ampleur et par leur durée. 4 à 5 siècles d'exploitation et de domination. Donc, ce que nous disons, il ne suffit pas de copier les modèles dont on a parlé, même s'il faut les regarder, mais il faut véritablement un mécanisme approprié. Et cela ne peut arriver que par un dialogue entre les protagonistes. Nous parlons beaucoup de réparation et il y a une question qui me vient. Que contient exactement la demande de réparation? Est-ce qu'elle devrait être uniquement financière? Est-ce qu'elle devrait inclure des formes comme l'annulation de la dette, la restitution des biens culturels ou des programmes de développement spécifiques? Ils doivent inclure un peu de tout ça. Elles seront financières, comme l'a dit la déclaration d'Abuja d'avril 93. Elles iront beaucoup plus loin. Et vous savez, il y a eu une conférence sur les réparations récemment à Accra, c'était en novembre 2023. L'Union africaine a tenu une conférence sur les réparations, dont les contours sont esquissés. Mais comme je l'ai souligné, il n'y a pas que l'Afrique qui est sur cette question des réparations. Il y a la CARICOM, il y a les Hispaniques américains, il y a les Afro-américains, il y a les Brésiliens. Il faudrait donc qu'on s'entende pour parler un seul langage. Donc, pour définir, et c'est un peu ce qui est nouveau aussi dans la décision prise lors du sommet, du 38e sommet, c'est que un leadership a été conféré à notre pays pour faire le suivi de la mise en œuvre de cette décision et de ses implications. Cela implique quoi? Cela implique que le Togo va essayer de concerter toutes les initiatives en cours, tous les pays, toutes les parties prenantes, essayer d'harmoniser les approches. Il faudrait que nous puissions écouter nos experts, nos juristes, nos historiens. Il faudrait que nous puissions écouter aussi les autres États et parties ou régions du monde qui sont concernés par cette question. Et quand tout cela sera harmonisé, concerté, nous pourrons aller de l'avant. Donc, il y a un travail, un grand travail qui va suivre après cette décision historique. En allant dans le même sens, il y a un sujet brûlant, une question qui revient souvent avec des démarches qui sont déjà en cours, dont on voit déjà des petits résultats, c'est celle de la restitution des œuvres d'art et des biens culturels africains. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu si fondamental pour l'identité du continent? Vous parlez des objets d'art, des œuvres d'art. Vous oubliez les œuvres culturelles. Parce que ce qui s'est passé, on n'a pas que ramassé les objets liés à la culture. On a aussi confisqué les objets liés aux cultes africains. Donc nous parlons des œuvres culturelles et cultuelles. Parce que pourquoi c'est si important pour nous? Vous savez, quand on parle de la culture et de la croyance, on parle de l'âme d'un peuple. On parle des racines d'un peuple. Et l'Afrique ne peut pas vivre alors que ses racines se retrouvent ailleurs. L'identité, on la retrouve, l'histoire, on la raconte et on la retrouve à travers ces objets. Et donc, on ne peut pas couper l'Afrique de ses racines et de son histoire et s'attendre à ce que l'Afrique se développe. Donc, c'est important pour nous, peuple d'Afrique, de nous reconnecter à travers ces œuvres culturelles et culturelles à notre histoire. Ces œuvres racontent une histoire et nous n'avons mandaté personne pour être gardien de notre histoire. C'est pour ça que nous disons que ces œuvres qui n'auraient jamais dû quitter l'Afrique retrouvent leur place et que les Africains se reconnectent à leur histoire, à leur âme. C'est pour ça que c'est si important pour nous. Est-ce que dans cette démarche de restitution des œuvres culturelles et cultuelles, il y a des avancées concrètes
qui ont été enregistrés ces dernières années que vous pouvez partager avec nous? Vous m'amenez à commenter des initiatives que je trouve utiles uniquement sur un plan symbolique. Parce que ce qui a été restitué, c'est de l'ordre du symbolique, comme je l'ai dit. Rien de fondamental n'a été restitué. Mais comme ça a été médiatisé, il faut en parler. Je crois qu'il y a eu le cas du Bénin, qui a eu des œuvres restituées. Il y a eu certains pays comme, je crois, le Ghana, le Sénégal. Il y a aussi eu l'Allemagne. Vous savez, l'Allemagne, c'est le pays qui a une histoire coloniale la plus courte, mais c'est le pays qui fait le plus sur cette question de reconnaissance de sa responsabilité et de réparation du passé. C'est Ils ont restitué, par exemple, la dépouille d'un chef traditionnel tanzanien. Sa tête avait été emportée en Allemagne et gardée dans les musées. Ils l'ont restituée. Mais comme je l'ai dit, c'est des initiatives qui sont bilatérales et pour le moment, les résultats sont questionnables. Et je m'interroge sur la pertinence de ces approches bilatérales. Une approche bilatérale questionnable, mais qu'est-ce qui rend le processus de restitution aussi complexe? Est-ce que c'est une question de volonté politique, de manque d'infrastructures en Afrique, ou bien une résistance de certaines institutions et de certains États? C'est vrai qu'il y a beaucoup de résistance, beaucoup d'obstacles dressés pour empêcher la restitution. Et ça nous amène d'ailleurs même à comprendre toute l'importance de ces œuvres. C'est c'est- c'est important déjà au plan juridique. Et les pays qui ont confisqué ces biens ont mis dans leur législation des dispositions qui empêchent toute forme de restitution. On s'interrogera sur la légitimité de ces législations. Mais c'est comme si quelqu'un venait chez vous, il vous prenait vos biens et il décide par une loi qu'il prend tout seul que ces biens ne peuvent jamais être restitués. Quelle est la légitimité d'une telle législation qu'on nous oppose aujourd'hui? Parce que ces pays nous disent, ah, on veut bien vous restituer, mais nos lois nous empêchent de restituer. Bon, c'est un aspect. Il y a aussi des obstacles d'ordre institutionnel, parce que la plupart de ces biens sont détenus par des musées et des collectionneurs privés, alors que le dialogue a lieu entre États. Alors, au niveau de ces États, il y a donc ces obstacles institutionnels, parce que l'État central veut bien, mais il n'a pas la propriété de ces biens qui sont soit détenus par des collectivités locales ou par des musées privés. Et donc, il y a ces obstacles institutionnels que nous rencontrons. Il y a aussi des obstacles d'ordre économique et culturel. Certains musées, s'ils restituent les œuvres dont ils sont détenteurs, ils vont juste fermer porte. Ils n'ont plus rien à part les œuvres. Donc, c'est devenu une question économique pour eux et c'est devenu culturel aussi pour eux. Il y a des obstacles que moi je qualifierais davantage de fantaisistes. Parce qu'on nous dit, on veut bien vous restituer, mais vous n'avez pas d'infrastructure pour conserver ces biens, vous n'avez pas de moyens de bien les garder. Et nous parlons des biens qui, pour certains, avaient des centaines d'années avant d'être confisqués. Alors, on ne se demande pas comment nos ancêtres avaient fait pour garder ces biens jusqu'à ce qu'ils soient confisqués. Aujourd'hui, on vient nous dire et nous parlons aussi des biens cultuels, donc des biens qui n'ont pas besoin d'un gardien. Ils sont bien là où ils sont. Et donc, ce sont ces obstacles-là que nous rencontrons dans l'effort qui est fait pour reprendre ces propriétés légitimes de l'Afrique. Au-delà de la question des biens matériels, c'est aussi une question de mémoire d'identité. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des projets concrets, réussis, entre des États africains, la diaspora ou les afro-descendants qui incarnent une vision de reconquête identitaire et du panafricanisme? Il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Et il y a des réussites dont il faut se féliciter. Je, je mettrai au crédit de l'Union africaine quelque chose de fondamental. Plus haut nous parlions de la place de l'Afrique dans l'économie mondiale,
au niveau du commerce. Vous savez, le commerce intra-africain, il n'est pas aussi considérable, hein. Nous sommes dans l'ordre de 12-15%. C'est vraiment pas. Mais aujourd'hui, avec ce vent de panafricanisme, l'Union africaine a réussi quelque chose d'extraordinaire. C'est la zone de libre-échange et de commerce en Afrique. C'est un peu comme si on enlevait les frontières internes pour que le commerce puisse avoir lieu entre les peuples africains. C'est un grand projet panafricaniste et ce projet est en cours de réalisation. Et parlant de l'identité, parce que vous avez mis l'accent sur l'identité. C'est vrai que paradoxalement, c'est les pays du Sahel qui nous offrent le meilleur exemple de cette appropriation identitaire et de cette collaboration réussie entre États et diaspora. Vous avez vu comment spontanément les diasporas se sont mobilisés pour soutenir leurs États qui font face au terrorisme. Comment des initiatives privées ont mobilisé l'argent pour acheter des armes. Comment aujourd'hui dans ces pays, on est fier de s'affirmer africain, de s'habiller africain, de parler africain. C'est eux qui paradoxalement nous offrent ce meilleur exemple. Mais je reviendrai aussi à notre pays qui fait beaucoup sur cette question. Et quand vous voyez comment on a évolué, nos rapports avec la diaspora, c'est extraordinaire. Vous savez, on avait organisé une sorte de récompense des réussites diaspora. Ça a été un projet très innovateur. C'est vrai qu'avec la pandémie du Covid, cela a été refréné, mais c'est une initiative du professeur Doucet qu'il faut mentionner. Nous avons aussi lancé un cadre de dialogue et de concertation entre le gouvernement et la diaspora. On appelle ça le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. C'est un cadre où beaucoup de choses se font, beaucoup de choses se discutent, mais bon, comme nous ne sommes pas de la diaspora, évidemment, on n'est pas au courant, mais pour nos compatriotes qui sont à l'extérieur, c'est quelque chose de nouveau et de grand. Et il y a aussi une institution qui est ici à Lomé et qui joue un rôle discret, mais très efficace auprès de la diaspora, parce qu'avant, quand nos compatriotes revenaient avec des projets, ils veulent investir, ils veulent réaliser des choses, mais ils savent à quel service s'adresser, ils savent dans quel domaine investir. Aujourd'hui, nous avons créé le guichet diaspora qui accompagne nos compatriotes de la diaspora quand ils veulent investir, quand ils ont des projets à faire, ils se font accompagner. Et même quand ils viennent pour leur simple formalité, pour faire les passeports par exemple, ou pour certaines pièces administratives, ils s'adressent à ce guichet. Donc, c'est autant d'exemples réussis de cette collaboration entre diaspora et pays africains. Nous avons beaucoup parlé des États et des grandes institutions, mais à une échelle plus individuelle, comment selon vous est-ce qu'on peut impliquer davantage la jeunesse africaine et la diaspora dans cette dynamique de réappropriation culturelle et politique? Quel levier faudrait-il activer pour sensibiliser et mobiliser? Le panafricanisme, s'il n'est pas approprié par la jeunesse, ça n'aura pas d'avenir. Je suis heureux de savoir que, parce que je me mets parmi les jeunes, même si certains sont plus jeunes que moi, et c'est quelque chose qui est en train d'être compris et approprié par les jeunesses. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut agir sur trois leviers essentiels pour que ça devienne un véritable moteur de transformation et de changement. Le premier levier, c'est l'éducation. Il faudrait que nous puissions éduquer notre jeunesse en sorte à comprendre les enjeux et à apporter des réponses à ces enjeux. Si l'homme, l'Africain de demain que nous voulons, nous ne pouvons le créer qu'à travers l'éducation, à travers ce que nous mettons dans sa tête. L'homme est complet par ce qu'il a en tête, dans la tête. Et c'est essentiel de donner cet outil à la jeunesse, de mieux l'éduquer, de mieux la former, d'axer l'éducation sur ces enjeux, c'est essentiel. Le deuxième levier, c'est l'information. Il faudrait que la jeunesse ait la bonne information. Vous savez, il faudrait que nous nous approprions le narratif. L'histoire de l'Afrique, nous l'apprenons à travers d'autres canaux,
à travers d'autres personnes. Je vais vous citer un cas bien précis. C'est en décembre passé, nous étions à Cuba, à la conférence sur la discrimination raciale. À la tribune de cette conférence, le professeur Doucet lance le premier non-américain à mettre pied sur le continent américain, c'est un Africain. Ce n'est pas Christophe Colomb, c'est un Africain, il s'appelle Aboubakar II. Et lorsqu'il l'a dit, toute la salle a applaudi. Toute la salle s'est réjouie. Mais aussitôt après, nous avons commencé par entendre des voix dissonantes, y compris sur le continent. Des gens qui s'étonnaient qu'un professeur d'université dise cela, parce que pour eux, c'était faux. Pour eux, on racontait de n'importe quoi. La bien-pensance africaine pensait tellement savoir qu'elle croyait au récit de l'Europe qui présentait Christophe Colomb comme celui qui a découvert l'Amérique. Mais peu de temps après, des archives ont émergé. Et, et certains qui n'étaient pas convaincus, mais le professeur Doucet qui le disait, c'est un universitaire, il était convaincu, il savait ce qu'il disait, puisqu'il ne va pas aller à une tribune pour... certains qui doutaient ont été réveillés par l'émergence de ces archives d'une chaîne française qui a fait un documentaire sur Aboubakar II, qui est un empereur mandingue du Mali. Et c'est seulement avec ces archives que certains Africains ont commencé par croire, parce que ça venait d'une source occidentale. Donc l'Africain, ministre, professeur, universitaire, lorsqu'il déclare, on ne croit pas. Mais quand ça vient d'une source occidentale, on croit. Donc, pour vous dire combien c'est essentiel que nous travaillons à changer nos mentalités et à offrir aux jeunes des informations venant de l'Afrique. Donc, s'il n'y avait pas eu cette source, on ne croirait pas. Donc, trouvons le moyen de générer nous-mêmes l'information dont les jeunes pourraient se servir pour mieux s'armer. L'autre levier, le troisième, c'est l'exemplarité. Vous savez, les jeunes, ils n'écoutent pas, ils observent. Quand vous dites quelque chose, ils vous observent, ils vous imitent. Si vous pensez prêcher le panafricanisme et vous vous comportez autrement, ils feront exactement ce que vous faites et non ce que vous dites. Donc, il faudrait une forme d'exemplarité pour inciter les jeunes à embrasser ce levier fondamental de l'émancipation de l'Afrique. Si l'on se projette dans le futur, quelles seraient les grandes étapes ou les projets pour que le panafricanisme devienne une force unifiée et influente sur la scène internationale? Vous savez, actuellement, toutes les forces panafricaines mobilisées n'attendent qu'un événement. C'est le plus grand depuis un certain temps. C'est le 9e congrès panafricain. Et notre pays a la chance de l'abriter. C'est des rencontres où tous les peuples africains et afro-descendants se retrouvent. Donc ça sera l'occasion de reparler de ces grands rêves, de ces grands projets, mais de ne pas rester juste dans les rêves. Parce que la particularité du congrès de Lomé, c'est de générer des solutions concrètes, d'avancer de façon décisive. Et puis le congrès de Lomé aura pour thème central la gouvernance mondiale. Il faut qu'on réforme ça. Il faut que l'Afrique ne soit pas une périphérie, ne reste pas en périphérie, mais il faut que l'Afrique retrouve le centre. Il faut que l'Afrique participe au processus de décision. Donc, c'est un événement, je dirais, c'est le grand événement. C'est le grand événement. Il y a aussi d'autres initiatives qui seront menées. Comme je l'ai dit, il y aura des concertations que le Togo mènera en tant que leader sur la mise en œuvre du suivi et des implications de la décision historique. Il y aura aussi des rencontres avec les pays hispaniques d'Amérique parce que quand on parle d'afro-descendants, on voit tout de suite les afro-américains, les afro-brésiliens, mais on ne réalise pas que dans les pays qui parlent l'espagnol en Amérique latine, il y en a beaucoup, comme le Panama, comme la Colombie, qui ont des communautés afro-descendantes très importantes. Donc il y aura ce dialogue qui aura lieu entre les peuples africains et les peuples hispaniques. Il y aura évidemment cette année le thème que l'Union africaine a retenu
comme thème de l'année, c'est justice pour les peuples d'Afrique par la réparation. Donc la réparation et le panafricanisme seront au cœur des débats et au cœur de tout ce qui se fera sur notre continent. Qu'est-ce que vous pensez que nous devrions faire en tant qu'Africains, en tant qu'État, pour retrouver notre force dans le monde? Donc vous posez une question à deux niveaux. En tant qu'individu. En tant qu'individu, comme je l'ai dit, nous devons nous approprier les outils offerts par le panafricanisme. Nous devons vivre en panafricanisme, reconnaître en nous une identité commune qui fait de nous des êtres différents par notre identité, mais pas des êtres à part et mis de côté, mais des êtres qui apportent une différence à l'humanité, une différence enrichissante. Donc, il faudrait qu'au niveau intellectuel, au niveau culturel, nous nous reformations, nous nous réinventions pour incarner cet idéal et cette identité panafricaine. Au niveau des États, il faudrait qu'on arrête de parler de façon individuelle. Il faudrait qu'on s'unisse davantage. Il faudrait qu'on puisse former un véritable bloc pour peser et pour aller ensemble de l'avant. Si nous allons individuellement dans des directions diverses, nous serons écrasés. Mais si nous sommes capables de nous constituer en bloc, nous serons plus puissants. Vous savez, très bientôt, l'Afrique sera le continent le plus peuplé du monde. Cette dividende démographique, il faudrait qu'on s'organise pour en tirer profit. Si on ne s'organise pas mieux, on sera juste un espace de misère et de pauvreté. Mais si on s'organise, ça sera un peu comme la Chine, puissance en s'appuyant, qui s'appuie davantage sur ses peuples et sur ses ressources. Nous avons les plus grandes ressources du monde, naturelles du monde. Il faudrait donc que nous en faisions des leviers de puissance et de prospérité. Merci beaucoup, Monsieur Yana, pour cet échange riche et passionnant sous le thème le panafricanisme, la place de l'Afrique dans le monde et la question des réparations. Merci encore d'être passé dans notre podcast, Notre Afrique, la voix de la diplomatie panafricaine. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie et qui vous encourage à aller de l'avant. On n'a pas ce genre d'espace où on peut s'exprimer, où on peut donner l'occasion à ceux qui sont plus jeunes que nous d'écouter la voix de l'Afrique, de savoir ce qui se fait sur notre continent et qui est en train de transformer notre quotidien. Ce n'est pas encore le niveau que nous souhaitons, mais c'est ensemble que nous pouvons bâtir cet avenir que nous voulons, plus radieux pour nos peuples. Et je vous remercie.